Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 mars 2023. Il m'arrive parfois de commettre l'une ou l'autre de ces vidéos, et certaines d'entre elles, je les fais avec une certaine appréhension. Lorsque je parle d'un auteur qui n'est plus de ce monde, je sais que il ne risque pas d'avoir grand réaction. Lorsque je suis laudateur, d'un auteur vivant aussi, je peux espérer, imaginer que l'auteur en trouvera quelque réconfort de savoir que dans ces lointaines contrées boréales que sont les nôtres, il y aura un libraire et un lecteur appréciant son travail. Mais lorsqu'on est en présence d'un personnage que l'on sait vivant, un personnage qui, de prime abord, ne nous paraît pas très commode, et que ce personnage est à la fois un éminent scientifique, neurologue, qui a écrit et qui a proposé à la communauté scientifique des centaines d'articles, que ce savant, ce véritable savant, est reconnu par ses pairs, que c'est un ponte, un crack, une sommité, une référence, un fortiche, un champion, un Himalaya de savoir. Et que ce personnage hautement qualifié, lorsqu'on a pu aller voir sur les diverses plateformes, nous apparaît comme un personnage austère, sévère, presque dur, et qu'on se prépare à commettre une vidéo sur un tel individu, forcément, le libraire peut avoir quelques appréhensions. Et lorsque cette haute figure de la science se double également d'un redoutable érudit littéraire, eh bien, on frôle presque la panique. Alors donc, c'est la suite, vous avez compris, c'est la suite de la vidéo d'hier, consacrée à Julien et en plus le nom est difficile à prononcer, Julien Boguslavski. Alors comment moi j'en suis arrivé à connaître ce scientifique érudit de la chose littéraire? C'est dans une vidéo sur les collectionneurs et les libraires de livres rares. Les livres de pointe. Ce marché-là, au Québec, est pratiquement inexistant. Je m'en désole, nous n'avons pas le fond, nous n'avons pas la tradition, et le nombre d'ouvrages dans le domaine littéraire et poétique qui sont recherchés par les bibliophiles, qui eux-mêmes sont en nombre extrêmement faible, eh bien ce nombre d'ouvrages est extrêmement rare. On peut les compter sur les doigts des 10 mains. sur les 10 doigts des 2 mains. Ah, les noms qui viennent spontanément, évidemment, Le Refus global, qui est à la fois un ouvrage de poésie, à la fois un ouvrage de littérature. Le Vierge incendié, paru à la même édition. Le mythique Chercheur de trésors, que personne n'a jamais vu. L'Ankiou, d'Alain Grandbois. J'en ai nommé 4.
Il y en a sans doute d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est pratiquement rien. Peut-être une première édition de Néligan pourrait être également recherchée. Tandis qu'en Europe, en France, dans le monde francophone, la Suisse, la Belgique, les auteurs importants, la tradition est telle que forcément, il y a des... On peut être libraire d'une génération à l'autre. On peut être collectionneur d'une génération à l'autre. Personnellement, ici au Québec, n'ai pas vu de... Je n'ai pas vu de passage d'une bibliothèque à une autre génération. Je n'ai jamais vu cela. Et on a cette impression que c'est à chaque génération tabula rasa. Qu'à chaque génération, c'est un travail de pionnier. Ce qui est un peu absurde lorsqu'on est des pionniers de père en fils, en ne laissant aucune trace dans la forêt, en ne laissant aucune fondation. Au contraire, la plupart des gens qui sont dans le monde des livres se piquent de n'être pas des bibliophiles. Et encore moins des bibliomanes, comme c'est le cas de Bogusławski. Alors, oui, il s'est rendu célèbre. Il était déjà très connu dans le monde de la bibliophilie, mais il s'est rendu tristement célèbre en ayant été condamné à 2 mois de prison suite à un procès qui a duré un bon moment. Il a été condamné en 2009 à 2 mois de prison car il a dérobé, il a détourné environ 5 millions de dollars de fonds qui étaient destinés, de fonds privés destinés à la recherche et de fonds qui étaient octroyés, qui étaient offerts à l'hôpital où il travaillait en Suisse. Alors il s'est fait pincer en faisant le détournement de trop de 90 000 euros, 100 000 dollars. Et il y avait des irrégularités dans les comptes de cet hôpital. Et finalement, on a découvert que c'était lui qui avait détourné cet argent. Et là où l'histoire devient intéressante, en tout cas de mon point de vue à moi, c'est que avec cet argent-là, il s'est porté acquéreur de livres absolument extraordinaires que nous ne voyons jamais ici. Et ces livres extraordinaires, donc, il s'était abandonné de manière passionnée, on peut s'abandonner passionnément, à sa passion des livres. Et, vous allez voir, il y a une conclusion, et même, en fait, de telle sorte qu'il y a 2 ans, il a fait un ouvrage, une monographie, sur les livres rares, que je vais vous montrer. Ça va être l'avant-dernier livre que je vais vous montrer dans la vidéo de ce soir. Alors, il raconte lors de son procès qu'il avait été pris par une sorte de spirale infernale. Car c'est une sorte de cette ivresse de la bibliomanie qu'on peut comparer à une forme d'addiction, d'assuétude, si vous préférez, peut nous amener très loin. Je sais, par expérience et pour l'avoir vu, que la passion des livres peut, aux yeux de certains, s'apparenter à une sorte de désordre neurologique. Notre scientifique est neurologue, incidemment. Peut s'apparenter à un désordre psychologique. Et même certains n'hésiteront pas à évoquer le syndrome de Diogène. Mais lorsqu'on a monté une bibliothèque comme que celle qu'a créée Bogusławski,
eh bien là, on n'est plus dans le désordre, on est peut-être dans la passion irrépressible. On est peut-être dans une sorte de pathologie, mais c'est une pathologie parfaitement organisée. En fait, il a montré dans son choix de livre la même compétence que dans l'exercice de sa profession. Et c'est étonnant parce qu'en Europe, on fait beaucoup cette distinction entre la science et la littérature. En tout cas, ça avait lieu il y a encore peu de temps, ces deux branches. Il y avait les scientifiques, il y avait les littéraires. Mais Boguslavski, lui, n'en a eu cure, visiblement, car il a su réunir ces deux composantes de sa personnalité. Et si on jette un coup d'œil sur cette autobiographie déguisée qu'est le bibliophile, on peut concevoir aisément qu'au fond, il aurait retenu deux caractères antinomiques, deux caractères aux antipodes, qui étaient sa mère et son père. Un individu, le père plutôt roué, qui a fait les manchettes des journaux en Europe en 1939, car il avait dérobé un tableau au Louvre, L'indifférent de Watteau. Il avait un petit tableau, il l'avait mis sous le bras, il avait quitté le Louvre. Il a été condamné à quelques années de prison suite à ce larcin. Et la raison qu'il avait donnée, c'est qu'il voulait restaurer le cadre, le jugeant pas adéquat pour représenter cette toile. Alors, on pourrait dire que oui, c'est de père en fils. Et le père de Boguslavski, je finis par savoir le prononcer correctement, eh bien, avait fait usage de faux, avait commis quelques larcins, était en quelque sorte peut-être un peu gredin sur les bords. Mais le fils unique, parce que c'est un fils unique, j'ai raconté hier que sa passion des livres, alors c'est le passage que je vais vous lire, je vous ai lu un passage hier, et non, en fait, je vais vous lire un autre passage plus tard. C'est chez sa grand-mère maternelle qui fréquentait l'élite artistique et intellectuelle et littéraire du Paris de l'époque, et dont l'appartement, vaste appartement, était au-dessus de la librairie Gallimard. Eh bien, c'est elle c'est dans sa bibliothèque qu'il a découvert la passion des livres à l'âge de 8, 9, 10 ans, très, très, très tôt. Et je peux imaginer sans peine que le scientifique, une fois établi, a toujours conservé cette nostalgie de l'enfance, l'émerveillement de se retrouver dans une bibliothèque absolument extraordinaire, où les ouvrages les plus rares s'y trouvaient. Entre autres, les surréalistes. Et c'est par un ouvrage de Mark Ernst, en fait, j'aurais envie de dire, et le titre est tellement éloquent, c'est le titre de Mark Ernst. Vous voyez, j'ai pris des notes, je vais retourner à mes notes. C'est par... bon. Bref, deux ouvrages de Max Ernst. J'ai omis de le noter. J'ai retenu la femme sans tête, non pas la femme qui n'a pas de tête, mais la femme qui a 100 têtes, le chiffre. Je vais tout de suite vous le lire, en fait. Et là, il se retrouve dans l'appartement de son grand-père, paternel cette fois-ci.
Et il avait vu, tenez, il avait vu d'ailleurs des premières éditions de Marcel Proust. Et soudain, comme l'avait écrit Paul Solier en 1900, dans son ouvrage sur la mémoire, dans lequel son patient Marcel Proust puiserait peu après ce qui formerait la charpente de sa grande œuvre, ce fut la reviviscence. Saint John Perse, à quelques pas de lui, faisant naviguer la paume de sa main sur les volumes alignés, le regard perdu dans l'au-delà de ses pensées, esquissant ce que Marcel, Julien, avait pris pour un sourire, le visage serein mais comme rentré en lui-même, malgré les yeux dardés du petit garçon. Et puis les livres eux-mêmes revinrent, œillades ciselées en branches, le premier qui l'avait frappé, les Métamorphoses, d'Ovide et quelques autres, parmi lesquels il se souvint d'un gros œil mal placé entre les cuisses de femme, insistant et obstiné, qu'il découvrit plus tard appartenir à un livre de Georges Bataille et d'André Masson. Tout un monde perdu était là, de retour avec ses joies et sa liberté. Le bien-être persista quelques minutes après le feu d'artifice de la résurgence, puis s'estompa peu à peu, alors que Marcel restait immobile comme absent, malgré le volume ouvert entre ses mains, sous le regard oblique du libraire qui s'interrogeait sur les raisons de la soudaine pétrification de son client. Cette bouffée d'émotion provoquée par la remémoration inattendue lui montra aussi combien étaient liés exaltation et félicité depuis cet instant fondateur du sous-sol de la rue de Babylone. Après la découverte de l'envoi de Saint John Perse, il y avait eu un autre épisode cathartique, quand Marcel avait une vingtaine d'années, à la mort de son grand-père dans la maison de repos qu'il avait dû rejoindre pour la fin de sa vie. Avec sa jeune épouse, il partit alors vers l'arrière-pays de Haute-Marne, aux terres lourdes et inhospitalières, pour un voyage qui aurait pu s'intituler « À la recherche de la femme sans tête ». Oui, livre qu'il avait vu dans la bibliothèque maternelle. Et c'est pas la bibliothèque paternelle, comme je vous l'ai dit, la bibliothèque maternelle. Et ce livre-là, il avait décidé, en tout cas, il avait espéré le retrouver. Le couple s'était séparé, vous l'avez compris. Et il avait espéré retrouver cet ouvrage de Maxence. Alors, il n'y est pas parvenu. Parmi les... Oui, le grand-père, donc, a quitté pour la maison de retraite. Et les antiquaires ont acheté les meubles, les tableaux, les livres, mais il restait quelques papiers éparses ici et là. Parmi les monceaux de paperasse qui jonchaient le sol, donnant ainsi le sentiment, l'arrivant, qu'il pénétrait dans une mer agitée, mais sur les flots de laquelle il pouvait marcher, Marcel avait mis au jour quelques revues légères du début du siècle, où le style des dessous féminins l'avait plus intrigué que les modèles eux-mêmes, et dont la répétition l'avait vite lassé. Puis, soudain, au milieu de fragments incomplètement rongés, immaculés, impeccablement préservés, tel l'improbable radeau surnageant après le naufrage de navire, un livre que son pied couvrait à moitié l'attira.
Sa couverture gris-vert ornée d'une gravure d'allure vieillotte contrastait avec un titre cinglant, La femme sans tête. Ces pages étaient occupées par d'étranges gravures du même style que celles de la couverture, et les illustrations lui rappelèrent tout de suite les fascicules d'une semaine de bonté, voilà l'ouvrage en question, dont la découverte peu de temps auparavant dans la bibliothèque du boulevard Raspail avait attiré son attention. En effet, ce livre était du même auteur, Max Ernst, dont il croiserait plus tard le profil de pic-vert nordique à une matinée chez Mirbar, mais sans oser aborder ce géant aux yeux bleus accaparé par d'autres invités. Un peu plus loin. D'où l'expédition à la recherche de la femme sans tête. Quelque temps plus tard, quand la mère et l'oncle de Marcel lui en donnèrent la permission après le règlement de la succession. Mais le livre ne se remontera pas. Il ne refit jamais surface, englouti par le ruissellement des papiers, des vêtements, des objets et des meubles renversés à terre, qui furent pourtant retournés, vérifiés et retournés encore sans succès par Marcel et son épouse. Peut-être avait-il été volé, mais cela semblait improbable, car dans la chambre de son grand-père, Marcel mit la main sur d'autres trésors, plus précieux encore, en particulier la barre d'appui où 3 eaux-fortes de Picasso donnaient la réplique à des poèmes d'Éluard. La grâce divine s'était exceptionnellement manifestée en interrompant au livre précédent le labeur méthodique des mulots, dont le festin avait laissé des restes éparses, permettant d'imaginer quelle agape avait pris place dans les lieux. La magnificence de la barre d'appui, livre d'aspect très modeste, saisit celui qui l'entrouve non seulement par les gravures et les poèmes, mais par la qualité du vieux papier du Japon, parsemé de brindilles choisies pour son impression. En prenant en main l'ouvrage, Marcel crut avoir pressé sur un soufflet, lui envoyant par bouffées le fumet très ancien d'un passé effacé où se présentait l'image de Picasso, rue de Babylone, traçant au crayon de couleur une dédicace à Mirbar. Picasso était assis et Mirbar debout, à côté de Marcel, dont le menton arrivait à peine au niveau de la table sur laquelle il pouvait suivre le mouvement rapide et maîtrisé du peintre à travers la page. Bien que l'exemplaire retrouvé chez son grand-père ne fût pas celui que Picasso avait dédicacé ce jour-là, sa découverte venait d'extirper d'un tréfonds inconnu l'image disparue qui avait bondi comme le jaillissement d'une source et dont le centre de gravité était bien plus le coup d'œil rasant de l'enfant sur la table où officiait l'artiste que le livre lui-même. Oui, revenons-en au procès. Parce que on aura compris que cette folie de possession, au fond, c'est une manière de reconquérir son enfance. C'est une manière, peut-être aussi, Françoise Dolto, hein, qui est aujourd'hui malmenée, en fait, on n'y retourne plus à
à Dolto, à Françoise Dolto. On n'y retourne plus. Et beaucoup de pédagogues jugent qu'il faut revenir à de l'autoritarisme à l'encontre des enfants. Je ne crois pas que ni l'autoritarisme, ni le grand laisser-aller ne sont de mise dans l'éducation des enfants. Je pense qu'autour des enfants, il faut créer une bulle d'oxygène dans laquelle l'enfant pourra simplement avoir l'espace nécessaire pour apprendre à découvrir ses propres talents, que les parents se retiennent de projeter sur lui à la fois leurs attentes, leurs désirs et parfois ce qu'ils auront manqué dans leur vie. Et la discipline sans joie ou le dilettantisme indifférent m'apparaissent tous deux porteurs de revers. Et en tout cas, on a cette impression-là, en tout cas en lisant le bibliophile, qui a été écrit quand même pas mal d'années après l'incarcération de l'éminent scientifique. Et donc, oui, il a été condamné et les livres, il a fallu qu'il les rende. Et la vente qui a eu lieu à Paris, chez Christie's, en 2006, a rapporté 6 millions de dollars, un peu plus que 6 millions de dollars. Et on y trouvait 140 titres, sans doute dans les plus beaux titres de la littérature et de la poésie moderne. Et ce que je crois comprendre en vous montrant bientôt un deuxième ouvrage, c'est que je vous disais en début de vidéo, j'ai pris connaissance de ce Bogouslavski dans une vidéo où il se qualifiait lui-même de décollectionneur. Bon. Évidemment, quand le bras de la justice s'empare de vos biens et que finalement on perd ce qu'on a accumulé, peu importe la manière dont on a accumulé les ouvrages, oui, ça oblige à à décollectionner. Et ce terme de décollectionneur qui m'a quand même frappé, que j'ai trouvé absolument exquis comme découverte langagière, ce terme de décollectionneur, j'ai pas pu m'empêcher de faire un drôle de lien avec la femme sans tête, la femme qui a perdu sa tête, et ce vieux terme qu'on utilisait pendant la Révolution française lorsqu'on raccourcissait à qui le mieux les uns et les autres, ceux qui n'étaient pas assez ardents pour la Révolution ou ceux qui étaient trop ardents à la combattre. Ce terme de décoller, hein, couper la tête, guillotiner. Alors, je fais peut-être un drôle de lien entre le décollectionneur, celui qui a commencé sa collection en cherchant la femme sans tête, et qui ça finit quand même par perdre sa collection, voire la décoller. Alors, des collectionneurs, décoller, femme sans tête, peut-être je file un peu trop la métaphore et peut-être l'image, elle est hardie, mais on va dire que ce soir, je vais l'assumer, du moins, le temps d'une vidéo. Alors, ce qui m'amène à un autre détail que j'ai noté dans le bibliophile, et là, je suspecte notre éminent neurologue de faire preuve d'un humour à froid
très second degré lorsqu'il dit que son auteur préféré, c'est Tristan Tzara. Alors, oui, il y a quelque chose encore là, on pourrait dire que c'est à la fois du dadaïsme, c'est son dada, hein, cette frénésie de collection, doublée d'une extrême érudition. Parce que, bon, ce que j'ai évoqué devant vous, la plusieurs centaines d'articles scientifiques reconnus par ses pairs, mais il a également fait des articles sur l'aphasie de Baudelaire, le service militaire de Blaise Cendrars, des articles sur Ramu, son compatriote, sur Marcel, son alter ego Marcel Proust, articles qui ont été publiés entre autres dans la revue littéraire savante, mais non pas pontifiante, que je vous montre à l'instant, et qui sait, ah, quel bon numéro d'ailleurs, j'ai la main heureuse ce soir. L'histoire littéraire, qui est une revue à la fois de littérature et d'érudition, et ce numéro-là est consacré à la bibliophilie, justement. Et puis, voyez, hein, et ça, c'est une pure coïncidence. Voilà, parce que j'ai quelques numéros de cette revue à la librairie, et qu'est-ce qu'on n'y trouve pas? Un article de Julien Bokuslavski, je vais finir par y arriver, le centenaire de la prose du transsibérien, alors, page 29. Bon, le livre, c'est même pas coupé, alors je ne pourrai pas, je ne vais pas. On va voir si on peut, voyez, sur la prose du transsibérien. Eh bien, ça ne s'invente pas. Une jolie coïncidence. Et là, pour vous donner un peu l'idée, je ne résiste pas à l'envie de vous lire juste un ou deux petits pas, un passage. En parlant de la prose du transsibérien et de la petite Joanne de France, illustrée, comme vous le savez, par Sonia Delaunay. Et il possédait un exemplaire avant que la justice s'en empare. Comme on pouvait s'y attendre avec une telle nouveauté, le livre eut peu de succès, ce dont témoignent les exemplaires restés en feuille. Vous comprenez, non reliés, non formatés. Pour répondre aux critiques qui ne manquèrent pas, Sandra rédigea un article pour Der Sturm en novembre 1913 où s'exprime à nouveau son talent poétique. J'ai la fièvre. Et c'est pourquoi j'aime la peinture des Delaunay, pleine de soleil, de rue, de violence. Madame Delaunay a fait un si beau livre de couleurs que mon poème est plus trempé de lumière que ma vie. Voilà ce qui me rend heureux. Puis encore que ce livre est 2 mètres de long, et encore que l'édition atteigne la hauteur de la tour Eiffel. Maintenant, il se trouvera bien des grincheux pour dire que le soleil a peut-être des fenêtres et que je n'ai jamais fait mon voyage. Sacrée belle coïncidence. J'en suis ravi. Alors, vous voyez, hein, on peut être à la fois un grand savant, proposer des avancées en neurologie. Je vous expliquais hier, en ce moment, il travaille sur il aide les gens qui sont atteints de la COVID longue à guérir, à se rétablir, à retrouver leur existence. Et comme vous le savez, la COVID, c'est d'abord et avant tout une maladie pulmonaire et les gens ont perdu leur souffle. Alors, ce qui m'amène à un deuxième livre ce soir, et après je vais conclure avec une petite curiosité de ma bibliothèque, mais qui n'a absolument rien à voir
avec celui que je vais vous montrer. De Delacroix au surréaliste, un siècle de livres. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, les plus beaux livres de la littérature française, et pas que française, mais à partir de 1830, comme son titre l'indique, à partir de Delacroix jusqu'au surréalisme, 1830-1930. Et c'est un livre, à ce moment-là, paru en 2020 aux éditions Ide et Calande. Et c'est un livre d'érudition et qui correspond tout à fait à la collection. Je devine, je pressens, peut-être ai-je tort, que ce sont là des livres qu'a possédé notre homme et que les ayant possédés et les ayant restitués, en quelque sorte, il a senti le besoin de les rassembler dans son esprit par une espèce j'aurais envie de dire, d'acte parfaitement proustien de reconstitution des rêves envolés, des rêves perdus. Et il disait dans cette entrevue qu'au final, le processus de décollectionner aboutirait idéalement à un seul ouvrage. Et je devine bien, je pense que nous sommes en présence de cet ouvrage. Alors c'est une somme d'érudition. Ce livre-là est une œuvre d'art en soi, qui nous fait rêver parce que, il faut bien le dire, nous n'aurons jamais l'occasion d'avoir ces livres-là. Je ne vois pas comment... je ne vois pas comment je pourrais. Et je ne sais même pas si un jour je pourrais avoir qu'un seul des livres qui sont dans cette monographie absolument somptueuse. Les avant-gardes. Ah oui. Un Brom. Kandinsky. Ah oui, je vais vous montrer quand même la prose du transsibérien. Alors, c'est un livre qui fait rêver. Ah, Dada, Tristan Tzara, son poète préféré. Ah oui, ce livre, cette monographie, c'est un pur plaisir d'esthète. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement inaccessible comme objet de beauté qui nous sont proposés, qu'il ne nous reste plus qu'alangui et languissant et éberlué, ébloui devant des pièces à la fois inestimables et qui nous sont inaccessibles. Ne nous reste plus qu'à être béat d'admiration et ne nous reste plus qu'à nous consoler de se dire qu'au moins on peut se procurer des facsimilés, on peut se procurer une édition poche et entrer dans le génie de ces poètes et qu'une reproduction finalement, même si Benjamin nous a expliqué que
Mais je ne sais pas si dans la poésie et dans la littérature, la, la perte de l'aura se fait sentir lorsque l'objet est duplicaté. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la poésie, contrairement à la peinture ou à la photographie même, subit les outrages de sa reproduction. C'est peut-être le contraire. Peut-être que la poésie, en se multipliant, qu'un poème, en étant appris par le plus grand nombre de gens, peut-être acquiert-il une puissance que l'image, elle, reproduit à l'infini, ne possède pas. Je ne m'aventurerai pas davantage là-dessus. Et je vais conclure cette vidéo par vous montrer quelque chose qu'il y a une petite curiosité, mais qui a un lien avec la vidéo de ce soir. C'est mon ami Robert Hébert qui m'avait vendu cet ouvrage il y a très, 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 très longtemps, en me disant que peut-être ce n'était pas la signature de l'artiste qui était apposée sur la page de garde. Eh bien, j'ai eu à vérifier à quelques reprises si c'était bien la signature, et sans être formellement certain de ce que j'avance, je dirais que oui. Et c'est la signature de qui? Je vais vous montrer tout de suite la signature, et après je vais vous montrer le livre. Alors, vous la reconnaissez? C'est la signature de Max Ernst. Et c'est de Logique sans peine, de Lewis Carroll, publié chez Hermann, traduction et présentation de Jean Gattegno et Ernest Coumet, et ce sont des illustrations de Max Ernst. Je vais en montrer une ou deux. Tout le livre est émaillé d'illustrations. Je vais vous en montrer une. Voilà. Et c'est bien, en tout cas pour moi, c'est formel, c'est la signature. Je mettrais ma tête dans le panier, si je me trompe, que c'est bien la signature de Max Ernst. Alors, oui, en quelles circonstances, pourquoi? Peut-être lors du lancement, très certainement, et que, et que tout simplement, Max Ernst a jugé bon simplement d'y apposer sa griffe, sans plus de détails, ou peut-être... Mais j'imagine mal qu'un lecteur anonyme ait senti le besoin d'imiter la signature de Max Ernst. D'autant que Robert a trouvé ce livre-là, si ma mémoire est bonne, dans une librairie de Montréal où le libraire n'aurait pas prêté attention. Parce que il y a des choses comme ça qui arrivent dans le monde de la librairie, des espèces de coïncidences étonnantes. Et un libraire inattentif, parce que les libraires d'occasion et d'anciens reçoivent beaucoup, nous recevons beaucoup de livres. Moi, je sais que j'ai ce don un peu particulier. J'ai la capacité de reconnaître les livres autographiés. Je ne sais comment expliquer ça. J'ai découvert ce don-là il y a déjà quand même quelques décennies. Et jamais je le sais. Je prends un livre, je reçois l'information, je ne sais comment, que le livre est autographié par l'auteur. Bon, peut-être que... Bon, je sais que il y a des livres, ça va toujours être des auteurs québécois la plupart du temps. Il ne me viendrait pas à l'idée
de vérifier un livre de Marcel Proust, qui est la 12e édition, je ne recevrai pas l'information. Cette information-là ne me parviendra pas que le livre est autographié. Mais, et toutes les fois que j'ai eu cette intuition, eh bien, elle a toujours été confirmée lorsque en fait, je ne vérifiais pas. Je savais que le livre était autographié. Bon. Alors peut-être Robert a eu ce genre d'intuition-là lorsqu'il s'est porté acquéreur de Logique sans peine de Lewis Carroll, illustré par Max Ernst. Mais s'il écoute cette petite vidéo, il prendra connaissance que oui, c'est Max Ernst, et il apprendra du même élan que j'ai conservé le livre et que je vais sans doute le conserver encore un bon moment. À la fois pour la beauté de l'histoire et aussi par amitié pour Robert. Il pourrait être étonné de savoir que pas mal de livres qu'il a consenti à me vendre au fil des années, certains d'entre eux, une bonne partie d'entre eux même, je dirais, je les ai conservés. Robert est un philosophe écrivain, c'est un chercheur infatigable, d'une curiosité inassouvie, et je sais que pendant quelques années, il s'est adonné à ce sport extrême qu'est la bibliophilie, et qu'il a même eu un maître en la matière qui était à la fois un bibliophile, un bibliomane, un bibliographe important, qui a été le maître de quelques-uns des amoureux de livres qui ont existé dans les dernières décennies au Québec. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures. Microscopique va sans dire.